Bonjour, je vais évoquer avec vous aujourd'hui quelques généralités sur l'électrophorèse. Tout d'abord, une définition. L'électrophorèse est une méthode de séparation de particules chargées électriquement. Seules les molécules chargées électriquement peuvent être séparées par électrophorèse, puisque ces molécules vont migrer sous l'action d'un champ électrique. Ce champ électrique est appliqué au travers d'un tampon qui est conducteur du courant électrique. Les particules chargées se déplacent sous l'action de deux forces antagonistes. Tout d'abord, une première force d'entraînement électrostatique notée grand F, qui est donnée par l'égalité F égale Q fois E, dans laquelle Q est la charge nette de la molécule, exprimée en coulombs, et E, le champ électrique. Donc, la force d'entraînement augmente avec la charge de la particule et avec l'intensité du champ électrique appliqué. S'oppose à cette force électrostatique grand F une force de frottement, en sens opposé, notée petit f. Elle est donnée par l'égalité F égale 6 pi eta R V, dans lequel donc eta, lettre grecque eta, représente le coefficient de viscosité du milieu. Plus le milieu est visqueux, plus il freine l'avancée de la particule. C'est également proportionnel au rayon de la molécule. Plus la molécule est grosse, plus elle est freinée. Et ça dépend de la vitesse. Plus on va vite, plus la force de frottement exercée est grande. Quand vous êtes sur votre vélo, plus vous allez vite, plus vous sentez l'air dans votre visage, qui exprime cette force de frottement. À l'équilibre de ces deux forces, la particule se déplace à une vitesse constante. On a alors QE égale 6pi eta RV. On définit dans ces conditions la mobilité électrophorétique notée mu, lettre grecque mu. Mu, c'est V sur E, c'est-à-dire Q divisé par 6pi eta R. Ainsi, la mobilité électrophorétique d'une molécule dépend de sa charge et elle est diminuée par la viscosité du milieu et sa taille. Donc vous l'avez compris, le facteur principal qui pousse les molécules chargées à se déplacer dans le champ électrique, c'est la charge, justement. La mobilité électrophorétique d'une molécule dépend du signe de la charge et de l'intensité de la charge. Parlons d'abord du signe. Une molécule chargée positivement, ça s'appelle un cation, migre vers le pôle de charge opposé, qu'on appelle alors cathode. La cathode est chargée négativement, elle attire les cations. Elle est donc elle-même chargée négativement. Parfois, les étudiants ont du mal avec ça. La cathode attire les cations, elle est donc chargée positivement. Autre exemple, une molécule chargée négativement qu'on appelle un anion migre vers le pôle plus. Ce pôle plus s'appelle l'anode. L'anode est donc chargée positivement, elle attire les anions. Donc là, c'est un schéma de physique. En fait, vous avez peut-être appris que l'anode perd des électrons. Si elle perd des électrons, elle est chargée positivement. Elle attire les anions qui, eux, sont chargés négativement. Donc ça ne se contredit pas. De même ici, la cathode gagne des électrons. Elle est donc chargée négativement et elle va attirer les cations, qui sont les ions positifs. Attention de ne pas se tromper sur ces notions de cathode et anode. C'est assez piégeux. Donc ça, c'était pour le signe de la charge. Maintenant, pour l'intensité de la charge. Pour évaluer l'intensité de la charge, on calcule la différence en valeur absolue entre le pH du tampon d'électrophorèse et le pHi. Alors j'ai fait ici un petit rappel. Le pHi, ça peut vouloir dire le pH isoélectrique, c'est-à-dire le pH du tampon pour lequel il n'y a pas de migration. C'est une définition expérimentale. La molécule n'a pas migré. Mais ça peut être aussi le pHi isoionique, pH auquel la charge nette globale de la molécule est nulle. Les deux sont d'ailleurs liés, puisque si une molécule ne migre pas, c'est parce qu'elle a une charge nulle. Mais il y a une petite distinction entre la définition expérimentale du pH isoélectrique et la définition plus théorique liée à la structure même de la molécule,
qui est le pH isoionique. Quand on a fait le chapitre sur les acides aminés, on était capable de calculer le pHi en fonction des pKa, des différents acides aminés constitutifs. Pour une grosse protéine, c'est pas faisable hein, de calculer le pH isoionique avec les pKa, et on verra qu'il y a des techniques pour le déterminer expérimentalement, et en fait on détermine plutôt le pH isoélectrique. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'un et l'autre sont liés. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que si le pH du tampon est supérieur au pHi de la molécule aura une charge nette négative et migrera vers l'anode. Si le pH est inférieur au pHi, elle aura une charge positive et elle migrera vers la cathode. Et enfin, si le pH du tampon est égal au pHi, eh bien, la charge étant nulle, elle ne migrera pas. Donc, il y a plein d'exercices d'application qui utilisent cette différence de charge. Alors, les différents types d'électrophorèse, les toutes premières, hein, je dis historiques parce que ça se fait plus, hein, étaient en veine liquide. Alors, qu'est-ce qu'une veine liquide? Donc, c'est la proposition de Tiselius en 1937, vous voyez, c'est pas tout jeune. Donc, il a utilisé un tube en U de section carrée, de telle sorte que, en fait, ça puisse passer dans un spectrophotomètre ou un fluorimètre pour détecter les molécules. Donc, si on met ici initialement un mélange de 3 molécules ABC, qu'on le soumet à un champ électrique, eh bien, les molécules vont plus ou moins se séparer. A va migrer vers le pôle plus, C va migrer vers le pôle moins, et puis B ne migre pas trop. Donc, on arrive plus ou moins à séparer. En passant le spectrophotomètre ici, là, sur le tube en U, eh bien, on va détecter la présence de A, la présence de C, et puis un espèce de mélange au milieu. Donc c'est pas très performant, mais ce sont les premières électrodes. Pour améliorer les choses, on utilise l'électrophorèse sur support, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une phase liquide avec le liquide qui monte ou qui descend comme précédemment, eh bien on va utiliser un support, donc inerte, solide, qui va être imprégné du tampon conducteur d'électricité. Vous voyez ici une bande de papier qui trempe dans le tampon, et du coup, cette phase liquide, elle va être stabilisée. Donc la résolution est meilleure. Cette électrophorèse sur support, on l'appelle aussi électrophorèse de zone, parce qu'en fait, on obtient non pas des tâches comme en CCM, mais des bandes, d'où le nom de électrophorèse de zone. Alors initialement, on a utilisé du papier, une espèce de colle, un gel d'amidon. Des bandes d'acétate de cellulose représentées ici ont longtemps été utilisées dans les labos d'analyse médicale pour l'électrophorèse des protéines sériques. Ça n'est plus commercialisé et on verra plus tard que les labos de ville utilisent l'électrophorèse capillaire. Nous, au lycée, on a remplacé ça par le gel de polyacrylamide et le gel d'agarose. Donc je ne développerai que ces deux types de supports, gel de polyacrylamide et gel d'agarose, dans mes futures fiches techniques. Les étapes d'une électrophorèse. Donc c'est assez simple. On prépare le gel au moment de s'en servir, in extemporanément. Pendant que le gel prend en masse, on prépare la cuve, on introduit le tampon conducteur de l'électricité, on rajoute le gel, et puis on va déposer les échantillons. Les échantillons vont être mélangés à un tampon de charge qui va leur permettre de tomber dans l'étui. Et puis on va également rajouter un marqueur de taille pour pouvoir s'en servir comme étalon et déterminer la taille des échantillons. Enfin, on fait migrer par application d'un courant électrique et on révèle. Alors dans cette présentation, je ne développerai que les modes de révélation puisqu'il y aura d'autres vidéos concernant l'électrophorèse SGS-PAGE et agarose. Donc les modes de révélation. Le plus simple, c'est une révélation par coloration. Donc l'exemple que j'ai pris, c'est encore l'électrophorèse des protéines qui se faisait sur acétate de cellulose, mais qu'on peut aussi faire maintenant sur gel de polyacrylamide. Donc on obtient des bandes que l'on colore, donc par exemple au rouge ponceau, mais ça peut être aussi à l'amido Schwarz ou au bleu de Comassi, qui sont des colorants spécifiques des protéines. On obtient des bandes
donc d'intensité rouge, plus ou moins marquée, et plus l'intensité de la bande est élevée, plus la molécule est présente en grande quantité. On peut alors scanner la bande, enfin le gel, et l'ordinateur nous transforme ça sous forme de pic. Plus le pic est haut, plus l'intensité de la bande était forte, et donc plus il y a de molécules. Donc ici, vous voyez, c'est le spectre d'une électrophorèse des protéines sériques. C'est ce qu'on appelle une analyse densitométrique, la densité de la tâche. En deuxième année, vous ferez un TP, SDS-Page, donc des protéines, révélées au bleu de Comassi, et vous verrez que une fois que pour révéler au bleu de Comassi, donc on trempe dans des bains, puis on décolore pour que le fond soit un peu transparent, ce qu'on appelle l'étape de transparisation, et on peut ensuite sécher les gels pour ne pas qu'ils s'abîment, et on peut les garder alors assez longtemps. Il est également possible de découper chaque bande, puis de dissoudre le gel pour récupérer les protéines contenues dans la bande. Mais le mode de révélation le plus performant, alors qu'on ne fera pas au lycée, mais que certains d'entre vous peuvent rencontrer lors de leur stage, c'est le mode de révélation dit par transfert sur un support solide, en anglais blotting. Alors le premier à avoir été mis au point, c'est le Western blot, qui concerne donc les protéines. Donc on commence par faire une électrophorèse SDS-Page. Donc les protéines sont contenues ici, en noir, là sur l'électrophorégramme, donc sur le gel contenant les protéines. Et l'astuce consiste à transférer les bandes obtenues sur le gel qui est friable, qui est fragile, sur une feuille de nitrocellulose qui est plus solide. Et pour copier, on fait une espèce de photocopie de l'électrophorégramme sur cette feuille, eh bien on va utiliser un système ingénieux composé de plein de couches de papier absorbant avec un poids au-dessus, et le tampon va migrer par capillarité et transférer les bandes de protéines qui étaient présentes sur le gel sur la feuille de nitrocellulose, et donc on a une réplique sur nitrocellulose qui est un support pas fragile du tout, très résistant, de l'électrophorégramme en gel. Et puis après, on utilise différentes façons de révéler. Donc pour les protéines, on va bien sûr utiliser des différents anticorps. On fait un immunoblot. Mais il existe aussi la même déclinaison avec un Southern blot pour révéler de l'ADN ou un Northern blot pour les ARN. Alors, pour la petite histoire, il y a un jeu de mots ici, western, donc à l'ouest, au nord, au sud. Il y a un petit jeu de mots sur le nom des techniques. Donc là, les ADN et les ARN sont plutôt séparés par électrophorèse sur gel d'agarose, et on utilise comme révélateur ensuite non pas des anticorps, mais des sondes nucléiques, complémentaires de l'acide nucléique recherché. Voilà, c'est tout pour cette première partie avec des généralités, et il y aura d'autres vidéos sur l'électrophorèse SDS-Page et sur gel d'agarose. Merci de votre attention.